Nuit perdue. Je sortais d'un théâtre où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupirant. Quelquefois tout était plein, quelquefois tout était vide. Peu m'importait d'arrêter mes regards sur un parterre peuplé seulement d'une trentaine d'amateurs forcés, sur des loges garnies de bonnets ou de toilettes surannées, ou bien de faire partie d'une salle animée et frémissante, couronnée à tous ses étages de toilettes fleuries, de bijoux étincelants et de visages radieux. Indifférente au spectacle de la salle, celui du théâtre ne m'arrêtait guère. Excepté lorsqu'à la seconde ou à la troisième scène d'un maussade chef-d'œuvre d'alors, une apparition bien connue illuminait l'espace vide, rendant la vie d'un souffle et d'un mot à ces vaines figures qui m'entouraient. Je me sentais vivre en elle, et il vivait pour moi seul. Son sourire me remplissait d'une béatitude infinie. La vibration de sa voix si douce et cependant fortement timbrée me faisait tressaillir de joie et d'amour. Elle avait pour moi toutes les perfections. Elle répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes caprices. Belle comme le jour au feu de la rampe qui l'éclairait d'en bas, pâle comme la nuit, quand la rampe baissée la laissait éclairer d'en haut, sous les rayons du lustre, et la montrait plus naturelle, brillant dans l'ombre de sa seule beauté, comme les heures divines qui se découpent, avec une étoile offrant sur les fonds bruns des fresques d'Herculanum. Depuis un an, je n'avais pas encore songé à m'informer de ce qu'elle pouvait être d'ailleurs. Je craignais de troubler le miroir magique qui me renvoyait son image. Et tout au plus savais-je prêter l'oreille à quelques propos concernant non plus l'actrice, mais la femme. Je m'en informais aussi peu que des bruits qui ont pu courir sur la princesse d'élite ou sur la reine de Trébizonde. Un de mes oncles, qui avait vécu dans les avant-dernières années du XVIIIe siècle, comme il fallait y vivre pour le bien connaître, m'ayant prévenu de bonne heure que les actrices n'étaient pas des femmes, et que la nature avait oublié de leur faire un cœur. Il parlait de celles de ce temps-là sans doute, mais il m'avait raconté tant d'histoires de ses illusions, de ses déceptions, et montrait tant de portraits sur ivoire, médaillons charmants qu'il utilisait depuis à parer des tabatières, tant de billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m'en faisant l'histoire et le conte définitif que je m'étais habitué à penser mal de toutes sans tenir compte de l'ordre des temps. Nous vivions alors dans une époque étrange, comme celle qui d'ordinaire succède aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n'était plus la galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspiration philosophique ou religieuse, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance, d'ennui des discordes passées, d'espoirs incertains, quelque chose comme l'époque de Pérégrinus et d'Apulée. L'homme matériel aspirait au bouquet de roses qui devait le régénérer par les mains de la belle Isis. La déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait dans les nuits et nous faisait honte de nos heures de jours perdus. L'ambition n'était cependant pas de notre âge, et l'avide curé qui se faisait alors des positions et des honneurs nous éloignait des sphères d'activité possibles. Il ne nous restait pour asile que cette tour d'ivoire des poètes, où nous mentions toujours plus haut pour nous isoler de la foule. À ces points élevés où nous guidaient nos maîtres, nous respirions enfin l'air pur des solitudes. Nous buvions l'oubli dans la coupe d'or des légendes, nous étions ivres de poésie et d'amour. Amour, hélas, des formes vagues, des teintes roses et bleues, des fantômes métaphysiques. Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité. Il fallait qu'il apparaît reine ou déesse, et surtout n'en pas approcher. Quelques-uns d'entre nous néanmoins prisaient peu ces paradoxes platoniques
et, à travers nos rêves renouvelés d'Alexandrie, agitait parfois la torche des dieux souterrains qui éclaire l'ombre un instant de ces traînées d'étincelles. C'est ainsi que, sortant du théâtre avec l'amère tristesse que laisse un singe évanoui, j'allais volontiers me joindre à la société d'un cercle où l'on soupait en grand nombre et où toute mélancolie cédait devant la verve intarissable de quelques esprits éclatants, vifs, orageux, sublimes parfois, tels qu'il s'en est trouvé toujours dans les époques de rénovation ou de décadence et dont les discussions se haussaient à ce point que les plus timides d'entre nous allaient voir parfois aux fenêtres si les Huns, les Turcomans ou les Cosaques n'arrivaient pas enfin pour couper court à ces arguments de rhéteurs et de sophistes. Buvons, aimons, c'est la sagesse. Telle était la seule opinion des plus jeunes. Un de ceux-là me dit « Voici bien longtemps que je te rencontre dans le même théâtre, et chaque fois que j'y vais, pour laquelle y viens-tu » Pour laquelle ? Il ne me semblait pas que l'on pût aller là pour une autre. Cependant, j'avouai un non. « Eh bien, dit mon ami avec indulgence, tu vois là-bas l'homme heureux qui vient de la reconduire et qui, fidèle aux lois de notre cercle, n'ira la retrouver peut-être qu'après la nuit. » Sans trop d'émotion, je tournai les yeux vers le personnage indiqué. C'était un jeune homme correctement vêtu, d'une figure pâle et nerveuse, ayant des manières convenables et des yeux empreints de mélancolie et de douceur. Il jetait de l'or sur une table de whist et le perdait avec indifférence. « Peu m'importe, dis-je, lui ou tout autre. Il fallait qu'il y en eût un, et celui-là me paraît digne d'avoir été choisi. Et toi ? Moi ? C'est une image que je poursuis, rien de plus. » En sortant, je passais par la salle de lecture et machinalement je regardais un journal. C'était, je crois, pour y voir le cours de la bourse. Dans les débris de mon opulence se trouvait une somme assez forte en titres étrangers. Le bruit avait couru que, négligés longtemps, ils allaient être reconnus, ce qui venait d'avoir lieu à la suite d'un changement de ministère. Les fonds se trouvaient déjà cotés très haut, je redevenais riche. Ces résultats de ce changement de situation, celle que la femme aimait si longtemps était à moi si je voulais. Je touchais du doigt mon idéal. N'était-ce pas une illusion encore, une faute d'impression railleuse ? Mais les autres feuilles parlaient d'eux-mêmes. La somme gagnée se dressa devant moi comme la statue d'or de Moloch. Que dirait maintenant, pensais-je, le jeune homme de tout à l'heure, si j'allais prendre sa place près de la femme qui la laissait seule? Je frémis de cette pensée et mon orgueil se révolta. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas à mon âge que l'on tue l'amour avec de l'or. Je ne serai pas un corrupteur. D'ailleurs, ceci est une idée d'un autre temps, qui me dit aussi que cette femme soit vénale. Mon regard parcourait vaguement le journal que je tenais encore et j'y lus ces 2 lignes. Fête du bouquet provincial. Demain, les archers de Senlis doivent rendre le bouquet à ceux de Loisy. Un lourd chariot, traîné par des bœufs, recevait ses présents sur son passage. Et nous, enfants de ces contrées, nous formions le cortège avec nos arcs et nos flèches, nous décorant du titre de chevalier, sans savoir alors que nous nous faisions que répéter d'âge en âge une fête druidique survivant en monarchie et aux religions nouvelles.